d'abord envie de montrer que la mode ne s'était pas arrêtée pendant le conflit. C'est une idée qu'on trouve souvent sur cette période, qu'il n'y avait pas une mode entre 14 et 18, qu'il y en avait une avant, une après, mais qu'il y avait eu un trou, un gap entre ces deux bornes chronologiques. Donc ça, on démontre que ce n'est pas le cas du tout, loin de là. Deuxième idée principale, c'est qu'on lit souvent que si la mode a continué, elle a périclité, que ça s'est effondré, que Paris a perdu son hégémonie. Or, ce n'est pas le cas non plus, donc c'est ce qu'on montre dès la première salle dans cette exposition. Et troisième idée, très importante de l'exposition, c'est la question de l'émancipation. La guerre aurait-elle émancipé les femmes? C'est ce qu'on trouve souvent. Et nous, on aborde cette question à travers la mode, à travers le vêtement, et on nuance l'idée que la guerre aurait émancipé les femmes. Donc la guerre éclate le 3 août 1914 et les collections de couture sont bien en cours et les couturiers à cette époque montrent déjà une nouvelle ligne, mais qui va devenir ancrée pendant la guerre. Donc cette nouvelle ligne, elle est différente de la ligne d'avant-guerre qui est plus serrée en bas. Et la nouvelle ligne de 1914 va s'appeler par la suite une crinoline de guerre. C'est une silhouette qui est plus évasée et plus ample et utilise un métrage plus important de tissu. Et pendant la guerre, cette silhouette va s'ancrer au cours des années. En 1917, il y aura un deuxième changement des silhouettes à une ligne tonneau. Et pendant la guerre, ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'il y a une simplification de la silhouette, simplification des formes et une nouvelle mise en utilisation de détails pratiques comme des poches. Alors les couturiers, ils sont majoritairement, enfin les plus importants, les plus connus sont masculins. Et pendant les premiers mois de guerre, ils partent au front. Donc c'est le cas de Worth, de Poiret, de Jean Patou. Et c'est pour ça qu'on est très inquiet quant à l'avenir de la couture. On pense que les couturiers pourront plus produire. Bon, en fait, ils reviennent très rapidement dans leurs activités et ils reproduisent pendant la guerre. Et Paul Poiret, notamment, prend aussi la tête du syndicat de la couture. Et lui va profiter de la guerre aussi pour lutter contre la copie. Et il va beaucoup travailler pour protéger les intérêts des couturiers, au-delà de sa création de modèles qu'il expose à San Francisco ou à la fête parisienne de New York en 1915. Il va aussi mener une activité un peu plus politique, plus patriotique de défense de la couture parisienne à travers le monde. Pendant que les hommes sont au front, donc ces couturiers sont mobilisés au front, c'est vraiment le moment pour les femmes couturières de prendre le pouvoir. C'est-à-dire Jeanne Lanvin, qui est déjà une des maisons les plus importantes d'époque, elle continue à travailler, elle continue à produire et elle devient une des stars de la couture parisienne. Et on assiste aussi au début d'une jeune modiste qui s'appelle Gabrielle Coco Chanel, qui ouvre une première boutique de chapeaux en 1910, mais qui va ouvrir pendant la guerre 2 boutiques de couture. Elle commence à créer des vêtements en même temps que des chapeaux. Et ces vêtements seront achetés par une certaine élite à Deauville et à Biarritz. Au bord de mer, et ensuite après la guerre, du coup elle va ouvrir sa première boutique couture à Paris au 31 rue Cambon. Donc c'est le moment aussi pour les femmes de prendre le relais des hommes.